Au dîner de Thanksgiving, ma grand-mère m'a soudain crié devant toute la famille. Pourquoi est-ce qu'un couple de personnes âgées vit dans la maison au bord du lac à 1 million de dollars que j'ai acheté pour toi? Je suis restée figée. La seule chose que j'ai réussi à dire, c'était: de quoi tu parles? Je n'ai même pas de maison en ce moment. Je dors sur le canapé qu'une cousine m'a prêté. À cet instant précis, ma sœur est devenue livide. Et c'est exactement à ce moment-là que l'avocate est arrivée. Ma grand-mère vivait à l'étranger depuis 3 ans, à cause d'un contrat de conseil à Singapour. Elle et moi étions extrêmement proches. Le genre de grand-mère qui glissait discrètement un billet de 20 dollars dans une carte d'anniversaire et qui se souvenait de chaque détail que tu lui avais raconté une fois dans ta vie. Avant de partir, elle m'avait dit qu'elle avait fait quelque chose pour moi. Quelque chose pour s'assurer que tout irait bien pour mon avenir. Elle n'avait pas vraiment expliqué. Moi, j'avais imaginé un compte épargne. Ou peut-être un petit investissement. Je n'avais pas insisté. C'était notre dernière vraie conversation. Ensuite, les lettres ont cessé d'arriver. Enfin, c'est ce que je croyais. À cette époque, j'enchaînais 2 boulots. La journée, serveuse dans un restaurant. La nuit, saisie de données à distance pour 14 dollars de l'heure. Je dormais sur le canapé de ma cousine. Je mangeais avec moins de 11 dollars par jour. J'avais 340 dollars sur mon compte bancaire. Et encore 27 000 dollars de dette étudiante. Chaque fois que je pensais appeler ma grand-mère, je me persuadais qu'elle était occupée. Que son silence avait sûrement une raison. Je me suis répété ça tellement longtemps que j'ai fini par y croire. Ma sœur, elle, n'avait jamais l'air de galérer. Elle avait épousé un type nommé Ryan l'année précédente. Il postait constamment des photos, voyages, restaurants, travaux dans leur maison. Je me souviens d'une publication en particulier. Notre nouvelle maison de vacances. Avec un hashtag, la photo d'un lac, une maison magnifique, une immense terrasse. J'ai liké machinalement, puis j'ai continué à faire défiler. Trop fatiguée pour ressentir quoi que ce soit de compliqué. Ma grand-mère est rentrée 6 semaines plus tôt que prévu, sans prévenir personne. Elle a atterri, pris une voiture directement jusqu'à la propriété au bord du lac qu'elle avait achetée à mon nom, et a sonné à la porte. Un couple âgé lui a ouvert. Les parents de Ryan. Ils vivaient là depuis plus de 2 ans. Ils payaient 4 000 dollars de loyer par mois à ma sœur. Et ils n'avaient absolument aucune idée que l'acte de propriété était légalement à mon nom. Ma grand-mère a immédiatement appelé ma tante depuis l'entrée de la maison. Elle lui a demandé de me retrouver, sans passer par mes parents. Quelques minutes plus tard, ma tante m'a envoyé un message depuis un numéro inconnu. Ne pose aucune question. Appelle ce numéro. J'ai appelé. Ma grand-mère a décroché. Elle m'a tout expliqué en à peine 4 minutes. Sa voix était plate, contrôlée. C'était sa manière d'être quand elle était furieuse mais qu'elle se retenait encore. On lui avait raconté que j'étais émotionnellement instable, que je ne savais pas gérer l'argent, mais que toute la famille s'occupait de moi, que c'était pour mon bien, que tout était sous contrôle. J'ai raccroché et je suis restée assise sur la dernière marche de l'immeuble de ma cousine. Le téléphone encore chaud contre mon oreille. 3 ans. 3 ans à croire que ma grand-mère m'avait abandonnée. 3 ans à lui inventer des excuses dans ma tête. Alors qu'en réalité, elle m'avait acheté une maison. Une vraie maison. Au bord d'un lac. Pendant que moi, je comptais mes pièces pour payer le bus. Et que je dînais debout dans la cuisine de quelqu'un d'autre avec des nouilles instantanées. Mes mains brûlaient. Pas de tristesse. C'était autre chose. Quelque chose de plus sombre. Une sensation qui remontait de mon ventre jusqu'à ma gorge et qui m'empêchait d'avaler. J'ai rappelé le numéro utilisé par ma tante. Ma grand-mère a répondu à la première sonnerie. Tu es toujours là? Oui, bien. Tu vas venir au dîner de Thanksgiving. Après-demain. Chez tes parents. Ne leur dis surtout pas qu'on s'est parlé. Absolument rien. Grand-mère, je ne sais même pas s'ils vont me laisser entrer. S'ils vont te laisser entrer, sa voix s'est durcie. Moi, je serai là. Et quelqu'un d'autre viendra avec moi. Toi, tu te présentes, tu t'assois, et tu me laisses gérer le reste. Elle a raccroché avant que je puisse demander qui était cette autre personne. Ces 2 jours m'ont paru interminables. Je continuais d'aller travailler au restaurant. Je continuais la saisie de données le soir avec les yeux brûlants de fatigue. Mais j'étais ailleurs. Complètement ailleurs. Le mercredi, Émilie m'a écrit. Tu viens demain? Maman demande. J'ai répondu. Oui, un seul mot. Elle m'a envoyé un petit cœur. Je suis restée à regarder cet emoji pendant de longues secondes, en pensant à la photo du lac, à cette terrasse, aux 4 000 dollars mensuels, et au fait que désormais, je savais exactement où cet argent allait. Le jeudi, je suis arrivée chez mes parents à 15 heures précises. Je portais le seul pull correct qu'il me restait, déjà détendu à force d'être lavé. Ça sentait la dinde, la cannelle, et cette maison où j'avais grandi avec l'impression d'être toujours celle de trop. Émilie a ouvert la porte avec une robe neuve et des boucles d'oreilles en or que je ne lui connaissais pas. Tu es venue? A-t-elle dit. Puis elle m'a observé de haut en bas en une demi-seconde. Ryan était dans le salon avec une bière, en train de rire avec mon père. Ma mère est sortie de la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier. Personne ne m'a prise dans ses bras. Je me suis assise au bord du canapé, à ma place habituelle. Et là, la sonnette a retenti. Ma mère est allée ouvrir, pensant que c'était les voisins. Quand elle est revenue dans le salon, elle n'avait plus aucune couleur au visage. Derrière elle, ma grand-mère est entrée, 3 ans sans la voir. Et elle se tenait toujours aussi droite, toujours aussi ferme, son sac serré entre ses 2 mains, comme s'il contenait des pierres. Le salon est devenu silencieux. Émilie s'est levée d'un bond. Grand-mère, on ne savait pas que tu étais déjà rentrée, a-t-elle ajouté avec un sourire qui s'est brisé à mi-chemin. Ma grand-mère ne lui a pas répondu. Elle a avancé jusqu'au centre du salon. Elle m'a cherché du regard. Et quand elle m'a trouvée, j'ai eu l'impression que nous étions seuls dans la pièce. Avant de dîner, a-t-elle dit sans hausser la voix, j'aimerais qu'on m'explique quelque chose. Elle s'est lentement tournée vers Émilie. Pourquoi est-ce qu'un couple de personnes âgées vit dans la maison au bord du lac à 1 million de dollars que j'ai acheté pour ta sœur? La fourchette de mon père est restée suspendue en l'air. Ryan a cessé de sourire d'un seul coup. Je suis restée figée. J'ai senti tous les regards se poser sur moi en même temps. De quoi tu parles, grand-mère? Ai-je réussi à dire, d'une voix plus petite que je ne l'aurais voulu. Je n'ai même pas de maison en ce moment. Je dors sur le canapé de ma cousine. Émilie est devenue pâle, vraiment pâle, comme quand nous étions enfants et qu'on la surprenait en plein mensonge. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Grand-mère, c'est un malentendu. Laisse-moi t'expliquer. Non, a répondu ma grand-mère. Tu ne vas rien m'expliquer. Pour ça, j'ai amené quelqu'un qui explique mieux que toi. La sonnette a retenti une 2e fois. Ma grand-mère n'a même pas bougé. Mon père est allé ouvrir. Il ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Un homme en costume gris est entré, avec une serviette en cuir usé et des lunettes posées au bout du nez. Il a salué toute la pièce d'un signe de tête, très calmement, comme quelqu'un qui savait déjà exactement ce qu'il allait trouver en entrant. Bonsoir, a-t-il dit. Je suis maître Bennett. Je viens de la part de Madame Grace Miller. Il a posé sa serviette sur la table basse, l'a ouverte, et en a sorti un gros dossier avec mon nom. Et si vous ne voulez pas attendre la partie